Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à ce numéro de votre magazine. Ça fait débat. Nous sommes en direct. Oui, l'actualité est très abondante au pays de Lumumba. Lumumba qui est rentré au pays pour reposer dans les terres de ses ancêtres pour l'éternité après la restitution de sa relique par la Belgique. C'était un grand événement sur la place de l'échangeur des Limété, où désormais le héros national a eu droit à une sépulture. Mais au-delà, c'est donc le pays qui est en guerre, ce n'est pas l'Est du Congo qui est en guerre, le Congo est en guerre. Oui, le Rwanda, la Grèce, sous cette étiquette connue, le tristement célèbre M23. L'Ouganda, hypocrite, est aussi dans le jeu. À l'ONU, les choses sont devenues claires et même très claires. Les grandes puissances qui se disent proches partenaires du Congo ont encore prorogé l'embargo contre le pays. Il ne peut pas acheter des armes. Les masques sont-ils réellement tombés ou définitivement? On en parle dans ce numéro. À ce sujet d'actualité, l'adresse du chef de l'État résumée en termes de l'appel à l'unité des Congolais en nommant le Rwanda comme agresseur. Mupili Carlos, société civile, Sekimonyo Mutabazi Dio, indépendant, Arlette Odia, PPRD depuis un certain temps, donc l'opposition, Kabasele Donald, UDPS, donc Union Sacrée, et Alain Gangui avec nous, c'est le PPRD, donc FCC. Bienvenue à tous, on ouvre le débat. L'actualité est très abondante, nous solliciterons un peu plus de minutes à la réalisation. Carly Mabiala, également Mike Tomba, si ça vous plaît, nous allons dégrainer quelques minutes. On ouvre avec Madame Odia autour de cette table, unique femme avec nous. Arlette, vous avez suivi la nouvelle qui est tombée de la première rue à Manhattan, donc du siège des Nations Unies. Oui, j'aimerais bien que quelle est l'idée que vous vous faites après cette décision prise? Il faut préciser que nous avons plus d'alliés parmi ceux qu'on ne compte pas avec nous. Et je vais revenir sur la liste, vous prenez la parole. Mais oui, j'aurais bien voulu que vous puissiez me situer la question. Ça m'aurait permis de ne pas être justement, évasif. Je vous informe que l'embargo sur l'armement en faveur de FARDC, certains pays ont voté contre la RDC à l'ONU, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, États-Unis, partenaires stratégiques privilégiés du Congo. Vous avez suivi le message de Biden au président de la République, Félix Tshisekedi. Les Émirats arabes unis, l'Inde, la Norvège, l'Irlande, le Brésil, le Mexique, l'Albanie et les pays qui ont voté en faveur de la RDC, c'est le Ghana, le pays de Kwame Nkrumah, c'est le Gabon, c'est le Kenya, c'est la Chine, c'est la Russie. Le Gabon siège au Conseil de sécurité comme membre non permanent et les autres là. Une fois de plus, la Russie se montre du côté de la RDC. Quelle est votre analyse personnelle? L'analyse, je la commence en me posant une question, naturellement celle que beaucoup se posent, celle de se dire, mais qu'est-ce qui peut faire qu'un État ait des alliés, tout comme des ennemis, ou ceux-là qui refusent de faire alliance? Surtout en cette période de crise, de guerre, je pense que c'est tout simplement la prise en charge de la crise par l'État concerné. De quelle manière les dirigeants de la RDC prennent en charge la situation de crise que nous connaissons, comme vous l'avez dit, pas seulement à l'est de la RDC, mais par la RDC dans son ensemble. Pendant que les FARDC sont en train de se défendre sur terrain, pendant que la population congolaise est en train d'accompagner le FARDC de diverses manières, on avait écouté le président de la République dire, notamment à Abidjan,
que les militaires sont pour beaucoup dans ce que nous connaissons à l'est du pays. Nous avons ensuite suivi son ancien directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamerhe, dire qu'on ne peut pas gagner une guerre avec une armée désorganisée. Quelque temps après, on a aussi suivi la Tanzanie dire qu'ils ne voulaient pas envoyer leurs militaires venir défendre un État qui ne peut pas se défendre par lui-même, un État qui n'a pas des dirigeants qui portent à cœur ou qui savent quelle stratégie mettre en place en vue d'apporter la solution aux problèmes de sécurité dans ce pays-là. Et dans ces circonstances, il s'explique que beaucoup des nations qui pourtant visiblement amies à la RDC émettent des réserves à pouvoir accompagner. Devons-nous alors les imposer de nous accompagner ou nous remettre en question? Je pense que la deuxième option est la meilleure. Les dirigeants doivent prendre au sérieux la situation à l'est du pays. Comme c'était le cas avec Mouzé Kabila, nous avons suivi l'une de ses adresses à la nation où il disait qu'il indexait le Rwanda parce qu'il était tombé sur beaucoup de pièces, beaucoup de correspondances qui attestaient la complicité du Rwanda avec les rebelles qui dérangent la RDC. De la même manière, le président Kabila, lorsqu'il se tenait pour indexer les agresseurs de la RDC, il donnait des éléments, des preuves. Il disait, voilà, nous avons tel autre élément qui prouve suffisamment et sans crainte de se contredire que voici les agresseurs de la RDC. Vous n'avez pas vu des militaires rwandais capturés, et il y a même quelques heures, d'autres ont été capturés. Vous n'avez pas vu des preuves? Mais la seconde preuve est le fait qu'ils ont été renvoyés dans leur pays. Ça vient anéantir la première preuve que vous voulez donner. C'est tout simplement, comme je venais de le dire, que la prise en charge de la situation de la sécurité à l'est du pays est prise avec beaucoup de légèreté par ceux qui dirigent le pays, par ceux qui devraient, à travers leur comportement, servir d'exemple. Ça explique naturellement le comportement des autres nations. Kabasele. Merci. Je relance le débat. Le Rwanda et l'Ouganda sont souvent pointés du doigt. Mais avec ce qui vient de se produire au Conseil de sécurité, est-ce que le Rwanda et l'Ouganda sont seuls? Est-ce que cette guerre, ce n'est pas une guerre que les grandes puissances cautionnent sur les territoires congolais? Effectivement, M. Fabien. Je crois que moi, je l'ai toujours dit sur votre plateau, je continuerai à le dire. La complicité, elle est à un niveau inexplicable. La complicité de certaines puissances ne fait que se prouver. Cette complicité est en train de se traduire en acte. Vous avez posé une belle question à Mme Odia. Je suis sidéré de voir que on proroge l'embargo pour un pays en conflit comme la RDC, avec toutes les morts que nous avons eues dans ce pays, et qu'on trouve une compatriote en train de défendre ceux qui ont prorogé cet embargo, sous prétexte qu'on n'a pas donné de preuves, qu'on ne sait pas se prendre en charge, qu'on ne sait rien faire. Je me demande, est-ce que madame a compris le sens de votre question? Être sous embargo, en d'autres mots, ça veut dire que la RDC ne peut pas officiellement acheter des armes. La RDC ne peut pas acheter de munitions. Elle ne peut pas acheter des équipements militaires pour se défendre. Et à New York, je veux dire aux États-Unis, on confirme que la RDC ne peut pas acheter ces armes-là. Madame Odia vous dit, ça se justifie. Parce que nous sommes un État, selon, je ne sais pas, la Zambie ou la Et qui refuse que le pays achète des armes officiellement? Ah ben, c'est le pays des Hammer. Votre allié, le pays de Hammer, allié stratégique, comment on appelle, partenaire stratégique, privilégié, qui a adressé un même message au président de la République, qui refuse que le pays
le Congo ne puisse pas se procurer les armes ou les acheter pour faire face à l'insécurité. C'est donc la France, c'est le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Inde, la Norvège, l'Irlande, le Brésil, le Mexique, l'Albanie. Alors que la Russie de Poutine a voté en faveur de la RDC, alors que la Chine a voté en faveur de la RDC. On dit que la Chine est gourmande des matières premières du Congo. Le Kenya de qui? De Uhuru Kenyatta. Le Gabon d'Ali Bongo et le Ghana de Kwame Nkrumah. Alors, dites-nous, pourquoi maintenant avec tous ces masques qui tombent, qu'est-ce que ça vous inspire diplomatiquement? D'abord, je veux vous démontrer que cette complicité, cette hypocrisie internationale, avant de parler d'elle, je vous démontre par des faits concrets que nous avons des compatriotes sur le plateau qui abordent dans le même sens que toutes ces puissances. Et je pense que le Congo n'a pas forcément de chance, M. Fabien. Je vous l'ai démontré. Mon pays a de la chance. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Le Congo a de la chance, oui, a de la chance. Comment voulez-vous un État, votre pays, à vous, attaquer? Les gens meurent, on compte plus de 10 millions. On confirme l'embargo. Il y a un compatriote qui vous dit, oui, ils ont raison de confirmer, parce que vous ne savez pas vous prendre en charge. Alors, on va acheter des armes où? Donc, on ne va pas acheter des armes, parce qu'on ne sait pas se défendre, qu'on nous tue. Ça réjouit, Madame Oja. Qui vous parle de Joseph Kabila qui aurait fait... Mais pendant 18 ans, qu'est-ce que Joseph Kabila a dû faire pour stopper cette guerre de l'Est? Jusqu'à son départ, on tuait à l'Est. Quelle politique publique il a mis en place pour empêcher cette guerre? La guerre ne faisait que continuer. Mais parce qu'il faut parler des choses sérieuses, M. Fabien. Je l'ai toujours dit et je le répète. En réalité, à l'est du pays, je crois que cette fois-ci, je serai compris. La RDC ne se bat pas que contre le Rwanda. C'est contre de puissances. Ces puissances qui sont en train d'exécuter un plan qu'ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce plan qui a déstabilisé la démocratie du Congo depuis qu'elle naissait, en tuant Lumumba, en tuant tout le monde. Voilà. Et donc, il est aujourd'hui le lieu de justement parler à cette communauté internationale que cette hypocrisie n'a que trop duré. Ça ne servira à rien de s'appeler partenaire de la RDC quand vous êtes vous-même à la manœuvre de ce que vous faites. Je vous ai posé une question claire et nette. Qu'est-ce que ça vous inspire diplomatiquement dans les jours qui viennent? Carlos Moupili, s'il vous plaît. Vous reviendrez sur ça, vous n'avez pas eu le temps de le faire. Oui. Monsieur Fabien, d'abord, il faut savoir que cet embargo ne se justifie pas. Cet embargo est venu, a été documenté par un mensonge de Matiti Mboka, où on nous avait dit qu'il y avait eu le carnage, le massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi avec le gouverneur fait Kouadialo. Et jusqu'à présent, on ne connaît même pas 2 morts parmi les étudiants. Et je vous informe, à l'époque, honorable même Kokonyangi, il était parmi les étudiants de l'époque. Et on a infligé l'embargo par les mensonges montés par l'opposition, l'UDPS à l'époque et d'autres forces sociales. Et le Zaïre de Mobutu a été infligé cet embargo. Maintenant, après, on a organisé les élections démocratiques. Le Congo a documenté plus de 12 millions de morts. Donc, le Congo victime d'un génocide, qui ne dit pas son nom, devrait avoir la compassion internationale au nom de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prône l'égalité des droits de tous les êtres humains. Voilà. Mais malheureusement... Vous avez suivi la réunion du Conseil de sécurité, l'ambassadeur ou le représentant permanent du Congo donc à New York, au Conseil de sécurité, et plutôt à l'ONU. Nous allons tout droit au but. Qu'est-ce que
vous avez tiré comme grande leçon avec ces masques qui tombent finalement? Le masque ne tombe pas aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être une leçon du côté de mon frère Kabassé. Au chef de l'État, moi j'ai fait des tribunes, je les ai publiées, c'est en ligne aujourd'hui. J'avais dit ceci. Le chef de l'État, il a la chance parce qu'il devrait s'inspirer de son prédécesseur. Même son prédécesseur Joseph Kabila, il a commencé là-bas. Il a été accueilli à l'enfantcherie de Washington, de tout. Mais après, ce sont toujours des partenaires compliqués, complexes à gérer. Ils l'ont fait avec Mobutu, ils l'ont fait avec Kasavubu. Mais Fabien, je pose la question à tout historien qui me démontre la faute diplomatique de Kasavubu, président. Kasavubu a tout donné à ces gens. Tu vois Lumumba, oui j'accepte. Son frère Lumumba qui lui a donné le pouvoir. Mais après, ils lui ont payé à monnaie de singe. C'est des gens qui sont gourmands, ils ne s'arrêtent jamais. Mais à la fin, Joseph Kabila a compris que non. Je devrais me tourner aux gens qui me considèrent. Et là, il nous a laissé les partenaires, la Russie et la Chine. Mais aujourd'hui, nous sommes sous l'embargo. Nous sommes agressés. Mais en diplomatie, il y a même cette hypocrisie. Mais cette hypocrisie n'a même pas joué. Les États-Unis, dont son ambassadeur Amerenzita, qui a fait passer, j'ai suivi ça sur Télé 50, qui nous a signé des accords, je ne sais pas si c'est par là ou vrai, d'une coopération militaire États-Unis et RDC. Et on a vu même des gens qui s'habillaient comme des généraux américains, ici. Mais après, aujourd'hui, on nous dit, non, vous ne méritez pas d'acheter les armes parce que vous êtes un État. Si on vous donne l'embargo d'acheter des armes, c'est parce qu'on vous considère que vous êtes un régime sanguinaire. C'est ça l'embargo d'armement. C'est-à-dire, en droit international public, si nous donnons les tickets au régime de Tshisekedi d'acheter les armes, ces armes, il va les utiliser pour massacrer son peuple. C'est ça l'embargo d'armement. Mais aujourd'hui, le régime de Tshisekedi demande les armes lourdes pour chasser l'agresseur. Mais elles disent, nous ne voulons pas, parce que si vous chassez cet agresseur, vous oubliez que c'est nous qui l'envoyons. Le régime n'a pas demandé à New York, une précision détail, le régime n'a pas demandé les armes à New York. Il a plutôt besoin qu'on lève l'embargo pour qu'il ait droit à l'achat des armes. Donc, une précision détail. Hein. Non, c'est ce que je dis. Quand je parle de New York, c'est-à-dire siège des Nations Unies, il ne s'agit pas d'un État. Je sais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas sous l'embargo d'armement, vous pouvez acheter les armes et même son trajectoire sera sécurisée. Mais si vous êtes sous l'embargo d'armement, ce n'est pas dire que vous n'achèterez pas les armes. Vous achèterez les armes. Mais son trajectoire n'est pas sécurisée parce qu'on peut bloquer cet armement, ces navires d'armement, même à un point donné. Alors, une précision détail. Sur les médias occidentaux, un homme qui n'est pas le moindre a donné une information stratégique que les armes fournies à l'Ukraine, d'autres n'arrivent même pas sur place, c'est contourné par des terroristes, des affairistes ukrainiens, et ces armes sont dirigées vers l'est du Congo et direction les groupes armés. Parenthèse. Sekimonyo Mutabazi, dites-nous concrètement à Kampala et à Kigali. Celui qui est là, apparemment, ce n'est pas Kagame, ce sont les affairistes occidentaux. On doit éclaircir un point dont on ne parle pas de cet embargo. En 2009, on a ajusté l'embargo. La RDC peut acheter les armes, mais l'exportateur doit notifier. Cet embargo n'est pas comme pendant Mobutu. La RDC, on peut bien crier, mais on doit se rappeler une clause qu'on néglige pour des raisons politiques ou émotionnelles. La RDC peut acheter des armes. Mais ce qu'on dit, les exportateurs doivent notifier. À la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se fait pour d'autres pays souverains? Non, mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils notifient où? À qui? Les exportateurs notifient dans l'organisation des armements et tout ça. Mais ce qui s'est passé... Tous les pays souverains le font-ils comme on le demande à la RDC de le faire? Pourquoi on le fait?
Parce que la RDC démontre qu'on doit traquer les armes. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, mais on doit se dire ceci. On ne doit pas répéter que la RDC ne peut pas acheter les armes. La RDC peut acheter des armes, mais l'exportateur doit notifier. S'il vous plaît, quand vous dites que l'exportateur doit notifier, sur le plan de l'économie ou de quoi ça passe, mais sur le plan des stratégies militaires, si vous notifiez, c'est-à-dire vous expliquez la capacité, c'est-à-dire les degrés, hein, la qualité d'armement que vous achetez, et directement sur le plan du renseignement, ça fuite et vous donnez la possibilité à l'ennemi de prendre des précautions pour la défensive. Merci. Donc, Mais la vous notification, n'avez pas c'est compris. toujours une étape très complexe et très compliquée et ça ne favorise pas l'État qui achète les armes. Monsieur Merci. Kimonyo, Ouais. l'aspect qu'il soulève est très important. Lorsque vous savez que le voisin a tel modèle d'armes, Voilà. telle capacité, vous savez amener des armes supérieures, Voilà. plus redoutables que celles qu'il a. Et là, sur le plan stratégique, c'est déjà ce que le pays est exposé. Et privé de la surprise. Justement, en quoi est-ce que nous Est-ce sommes que c'est souverains? ça, est-ce que c'est ça la discussion? Je dis ceci. Je dis, on doit, en tant qu'analyste, mener la discussion sur ce terrain-là. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est bon? Mais dire à la télévision aux Congolais, que la RDC ne peut pas acheter des armes, c'est faux. Est-ce que c'est stratégique bon? Non. Mais on doit, aujourd'hui, on doit être sincère. Quand on dit que la RDC ne peut pas acheter les armes, c'est mentir au public. Allons de l'autre côté. Est-ce que c'est mauvais? C'est quoi l'embargo? L'embargo a été changé pour dire on peut pas, l'exportateur ne peut pas vendre directement des armes à la RDC sans notifier. Ça veut dire que la RDC peut acheter les armes. Est-ce que c'est stratégiquement bon? Non. Mais on ne peut pas à la télévision répéter que la RDC ne peut pas acheter les armes. Je reviens à ma question. Deux. Qui est à Kigali et qui est à Kampala réellement? Et il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pour répondre à ça, qu'est-ce qui s'est passé à New York? Si vous voyez les deux camps, ce sont les Russes, les Chinois et les Américains. La RDC s'est retrouvée au milieu d'une guerre de vente d'armes. C'est pas aussi compliqué que ça. Il n'y a rien à voir avec l'Est. Il n'y a rien sur la question de la sécurité interne de la RDC. Ils s'en foutent. Ce qui s'est retrouvé là-bas, c'est deux côtés. Il y a le Kenya qui ne peut même pas nous fournir des armes. Il l'a fait pour des raisons émotionnelles, pour qu'on dise qu'il est avec nous. Il y a deux camps. Comme en Ukraine, il y a les Américains et les Russes. C'est lui à qui on peut acheter les armes. La RDC, parce qu'on est fauché, il faut le dire, on va aller en Chine, on va aller en Russie. Et tout ce que les Américains ont fait, c'est seulement embêter, perturber ce marché des armes. De deux, quand vous parlez de l'Ouganda et du Rwanda, il faut mettre ces deux pays dans un contexte. Ils ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que je peux poser la question? Je peux reposer la question. En Ouganda, Qui il y a est les affairistes. réellement à Kigali et à Kampala qui déstabilise le Congo, qui tue et pille chez nous? C'est qui? Et c'est ça que je veux dire. Les deux pays ne sont pas les mêmes. Vous êtes en Ouganda, vous avez les affairistes. Vous êtes au Rwanda, vous avez un régime qui veut survivre. Ce n'est pas les affairistes. Paul Kagame, aujourd'hui, on doit le répéter. La destinée, le futur de Paul Kagame et du Rwanda est entre les mains, aujourd'hui, du président Tshisekedi. Comment expliquer ça? Tshisekedi, aujourd'hui, le président Tshisekedi nous dit qu'aujourd'hui, la M23 est un moment terroriste financé par le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Mais ça fait quoi? Ça touche à 50% de son budget. Aujourd'hui, le Canada, qui ne voulait même pas lui donner l'argent, il stoppe. 50% de son budget est en train de s'amaigrir. L'autre 50%, on est en train de lui faire la guerre économique, les sanctions, à Goma, tout ça. C'est la survie. Si Tshisekedi, si le président aujourd'hui veut anéantir le système, veut anéantir Paul Kagame et son régime, il n'a qu'à faire la guerre économique. Il n'a qu'à pousser. Je dis dans son discours, bravo, il montre qu'il veut ça. Parce que tout ce qu'il a dit, on va faire la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? Les accords économiques, c'est un outil diplomatique. Les sanctions aussi. Quand M. Tshisekedi, dans son discours, dit on va faire la diplomatie, et il répète, il y a M23, un groupe terroriste soutenu par le Rwanda, c'est ça la guerre économique. On est en train de toucher. Aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui va décider du
régime, de la survie du régime de Paul Kagame. Et voilà, Alain Kangui, vous avez suivi pratiquement, vous êtes le dernier à prendre la parole pour ce premier tour de table. C'est à vous de donner votre analyse. Bon, je salue d'abord votre retour. Après un bon moment, comme vous n'avez pas vu, vous étiez à l'extérieur du pays. Bon, je n'avais pas fui, j'étais en mission et suis rentré. Justement, voilà. Saluer quand même les retours, c'est important. Ouais. Bon, il faudrait quand même ici souligner que nous sommes en face d'abord de nos dirigeants qui ne jouent pas un frangé. Un frangé qui peut permettre à ce que, n'est-ce pas, nous puissions aujourd'hui stopper cette guerre de l'Est, n'est-ce pas, en boutant dehors nos amis du Rwanda, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui se sont décidés de déstabiliser notre pays. Embargo, oui, notre pays est sous l'embargo ici. Ces décisions de vouloir empêcher un État souverain, n'est-ce pas, d'acheter des armes, comme le font tout le pays, sous prétexte qu'il faut d'abord notifier les fournisseurs, n'est-ce pas? Nous comprenons ce jeu, c'est un jeu qui a toujours été joué par la communauté internationale, n'est-ce pas? Pas tous les Occidentaux, mais une partie des extrémistes qui ont toujours souhaité à ce que les pays soient sous tutelle de l'homme blanc. Maintenant, le problème, c'est quoi? On nous a identifié ici la volonté manifeste de ces blocs extrémistes qui veulent, n'est-ce pas, nous empêcher de faire la guerre au Rwanda. Bloc capitaliste, n'est-ce pas? Impérialiste. De, n'est-ce pas, dénoncer ouvertement l'implication du Rwanda par rapport à la guerre de l'Est, l'implication de l'Ouganda, ainsi de suite. Pour ces deux pays qui jouent leur jeu, c'est déjà une volonté de voir le Congo sombrer dans le chaos sur cette partie de l'Est. Maintenant, il faudra avoir des courageux, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas, qui disait la vérité en plein jour à ses compatriotes que nous sommes agressés par un pays étranger, n'est-ce pas? Et non dit que non, aujourd'hui c'est le M23, les Rwandais se cachent là-bas, parce que le M23, il y a quand même une partie de la population congolaise qui est là, des gens qui sont manipulés, n'est-ce pas, pour jouer les jeux de l'ennemi. Lorsqu'on pointe du doigt seulement M23, à ce moment-là, Kagame va se cacher. Mais nous, si nous avons des dirigeants courageux, clairs, qui peuvent tenir tête, dire que nous sommes agressés, parce que le travail qui est en train d'être abattu par nos militaires, on identifie clairement des militaires en tenue, n'est-ce pas, militaires de Rwandais. Mais on ne sait pas avoir le courage de dire que nous sommes attaqués par les Rwandais. Nous partons en Nairobi. De l'autre côté, Félix Tshisekedi, qui gère le pays, dit au Congo-Brazzaville qu'il est clairement établi aujourd'hui que c'est les Rwandais qui nous font la guerre, mais on doit faire attention. On arrive là-bas, il va signer des accords. N'est-ce pas? Vous capturez ces militaires étrangers, oui. Vous les restituez parce qu'on vous exhorte à faire la diplomatie. Vous ne fermez pas les frontières. Qui nous exhorte, s'il vous plaît, messieurs les s'il vous plaît. journalistes? Mais entre-temps, oui. les FARDC, il faut le dire, reprennent du poil de la bête et font la fierté. Ils font la fierté du Congo. Le jour du 30 juin, l'information est passée. 4 localités reprises des mains des incirconcis. Justement. C'est une bonne nouvelle. Il faut le dire quand même. Laissez-moi parler. Ouais. Justement, c'est ces mauvais jets joués par les régimes en place qui ne permettent pas, n'est-ce pas, à nos militaires de faire le travail comme il faut. On ne sait pas, n'est-ce pas, dénoncer les mal en plein jour. On joue un jeu flou. On ne sait pas, nous battons contre qui. Parce qu'on peut, d'une part, dire que nous sommes contre ceux qui nous agressent, mais de l'autre part, on signe des accords. Pour que ces mêmes personnes viennent encore, n'est-ce pas, commencer à chercher à mettre fin à la guerre. Et donc, ici, vous ne nous ramenez pas en arrière. Les accords ont été suspendus, non? Oui. Vous ne nous amenez pas en arrière. Non, mais les accords pour le déploiement des militaires des pays sous-région, de la sous-région, en fait. La force régionale. L'Afrique de l'Est. Oui. Oui, ça c'est récent. Après, on a été ouvertement dénoncé l'implication du Rwanda, n'est-ce pas, dans cette guerre.
Après, on se met sur la même table, on parle de quoi? De la diplomatie. Diplomatie, c'est une bonne chose. Mais entre États, ce sont les intérêts qui comptent, monsieur Fabien. Kagame ne va pas, n'est-ce pas, faire les édous au Congo juste pour faire plaisir aux Congolais. Il cherche à protéger sa population. Il joue son rôle en tant que président du Rwanda. Il est de notre devoir aussi en RDC que nous puissions aussi prendre les responsabilités à main, n'est-ce pas? Comprendre que nous sommes face à une communauté internationale hypocrite qui joue un mauvais jeu. Chaque jour ici, on nous a chanté diplomatie privilégiée, partenariat privilégié, des choses comme ça. Un ambassadeur s'est fait même militant de l'IDPS. On le voyait partout, n'est-ce pas? Mais la suite, c'est quoi aujourd'hui? Ceux qui ont signé contre, n'est-ce pas, cette levée d'embargo, notamment ceux qui nous trompent chaque jour, qui étaient en train de soutenir, n'est-ce pas, les régimes tshisekédistes. Et donc, quand Joseph Kabila en son temps a compris que réellement nous sommes face aux gens qui n'ont pas la volonté de nous voir se développer. Alors, face à ces personnes comme ça, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Et vous avez vu le comportement de Joseph Kabila, n'est-ce pas, pendant son règne. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a une faiblesse réelle, n'est-ce pas, dans la gestion du pays aujourd'hui, un leadership faible au sommet de l'État, et c'est qu'il faut dénoncer, n'est-ce pas, avec la dernière énergie, pour que la population congolaise aujourd'hui, qui cherche à ce qu'on puisse identifier les véritables ennemis, qui est le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays-là, n'est-ce pas, avec ce qui vient de se passer à New York, au Conseil de sécurité, avec cette décision contre la RDC par les soi-disant partenaires, avec l'histoire telle qu'elle nous est restituée dans l'assassinat de Lumumba, l'ONU qui était venue à l'époque de la sécession katangaise pour empêcher que les avions de l'URSS soient ravitaillés et qu'ils puissent davantage enfoncer le pays. L'ONU ne joue pas franc jeu dans notre pays. L'ONU ne joue Alors, quel est le vrai ennemi? Le vrai ennemi, c'est une partie de la communauté internationale, les multinationales, les capitalistes. Nous avons vu Joseph Kabila demander le départ de l'ONU. Parce que la MONUSCO, aujourd'hui, elle fait quoi? Nous avons la MONUSCO ici, avec une grande partie de ces éléments, dépenser plus d'1 milliard de dollars l'an. Mais on va aller chercher encore d'autres personnes qui vont venir, n'est-ce pas, faire la guerre aux rebelles du M23. Et donc, si nous sommes réellement conscients de ce que nous faisons, que nous voulons léguer, n'est-ce pas, aux générations futures, un Congo uni, un Congo fort, ceux qui gèrent doivent jouer un franc jeu. Tenir un langage dur envers tous ces gens qui sont contre la Kabasele, pour équilibrer les choses, je reviens à cette préoccupation. On n'a plus à rechercher l'ennemi. Le Rwanda et l'Ouganda, juste, comme on dit, de valets utilisés par les grandes puissances qui ont les multinationales derrière. Est-ce qu'il y a moyen de changer l'approche? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à accepter la force régionale? Est-ce qu'il faut encore faire confiance à cette MONUSCO dont Bintou Keïta est allé à New York pour dire il faut une sorte de désescalade, et voilà ceci, une hypocrisie apparente. La Guinéenne est tombée dans le jeu de ces hypocrites. Alors dites-nous concrètement, vous allez rester naïf ou vous allez repenser votre diplomatie? Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. C'est peut-être la faiblesse de ceux qui pensent qu'ils sont en train de duper le peuple congolais avec toute cette hypocrisie qui s'est installée et cette traîtrise. Je bien mal que le prof qui est de bonne foi tombe dans le jeu de l'ennemi. C'est tout ce qu'ils ont toujours dit. Votre embargo, c'est juste pour qu'on soit sûr que les armes là vont arriver au gouvernement congolais. Mais cet argumentaire ne tient pas debout. Du moment où c'est le gouvernement qui commande les armes, vous n'avez pas besoin à surveiller qui va porter ces armes pour que ça arrive à qui. En réalité, ils ont interdit à la RDC de ne pas acquérir les armes. C'est connu. Embargo militaire. On peut utiliser des dictionnaires même diplomatiques si ça existe. Ça veut dire le terme, il est fréquent dans la diplomatie. Et nous sommes considérés comme la Corée du Nord, en réalité, parce que nous sommes sur la même liste
Donc là, maintenant, pour justifier les hypocrisies qui s'étalent devant le jour, ils vous disent, ben non, pour vous c'est apaisé. Parce que pour vous, on veut se rassurer que ce ne sont pas des groupes armés qui vont prendre ces armes pour... Non! Le prof tombe encore sous le piège de l'ennemi. Et je sais qu'il est de bonne foi. Quand il pense que le Rwanda, il se bat pour la survie. Mais écoutez, ils ne doivent pas survivre sur nous. Ils doivent chercher à vivre eux-mêmes. Mais ils vous donnent les éléments d'information. Non mais écoutez, parce que moi je me dis, vous savez pourquoi je dis que le prof est de bonne foi? Je refuse de croire que le prof utiliserait, par exemple, le langage que, en réalité, Kagame utilise. Pour dire, ben écoutez, l'insécurité qui se vit en RDC, nous sommes en train de poursuivre les FDLR et les Interamwe qui sont là, et donc il faut nous laisser un couloir pour le faire. Ils veulent justifier leur violence, ils justifient leur duperie par rapport à ces actes. Mais nous disons que tout ça est faux. Qu'est-ce que le président Tshisekedi n'a pas fait? Il y a aussi une analyse quand même apprivoisée dans ce qu'il dit. Un pays placé sous la perfusion financière internationale. Les donateurs commencent à hésiter. Et la manne qui venait du Congo, ça donne des soucis. Parce que les petits aérodromes sont déjà pris par les FARDC. Et du coup, de l'autre côté, les usines sont moins alimentées et Kagame a moins de sous. Est-ce que ce n'est pas une réalité en face? En réalité, qu'est-ce qui se passe, monsieur le prof? C'est qu'ils étaient habitués à vivre de nos mines. Ils en étaient des grands producteurs dans le monde. L'état des sièges leur a empêché de se ravitailler comme il se devait. Ils sont effectivement en difficulté sur le plan financier. Ils n'ont plus tous les aérodromes qui servaient de base de ravitaillement, ils ont été récupérés. Les localités qu'ils utilisaient comme des carrés miniers aux mains des FARDC, c'est normal parce que vous avez vu, je crois, une enquête d'une grande industrie américaine qui a posé même des questions. Mais écoutez, votre production minière, elle est réduite de 40%. Montrez-nous vos mines. Ils n'ont pas su le faire. Donc ça voudrait dire que les offensives de FARDC, ces offensives ont porté réellement de fruits. Et ce fruit, c'est que la vie économique du Rwanda est certainement bouleversée. Et ils ne doivent pas verser tout ça sur la RDC pour justifier tout ce qu'ils font. Vous avez vu que récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? En se voyant au bout, ils sont partis conclure même des accords avec de Britanniques pour dire, écoutez, vos réfugiés peuvent venir rester ici. Certainement la communauté qui est hypocrite que nous dénonçons ici a fait croire pendant plusieurs années au Rwanda que le Rwanda ne peut que vivre... Vous devez essayer une réaction rapidement. J'aime bien votre émotion, mais vous êtes perdu de ce que je dis. Vous avez répété et les gens que vous écoutent maintenant peuvent être désorientés de ce que je dis. Je dis, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, le futur du Rwanda et de Paul Kagame, c'est entre les mains de Tshisekedi. On n'a pas besoin d'aller tirer les armes. On peut les étouffer économiquement. Et c'est prouvé. Non, donc on doit arrêter de nous battre. S'il vous plaît. On doit arrêter la guerre. Elle est financée. On peut chancer. Mais eux continuent de nous battre. Suivez, s'il vous plaît. Mais c'est la réalité. Les gens qui sont en train d'être tués à l'Est, tu n'as pas plus de l'amour pour eux que moi. Moi, c'est différent que toi. Moi, je dis, on peut chasser les M23, ils vont revenir. On doit, comme on dit en anglais, follow the money. La guerre se finance. Si on les étouffe économiquement, les M23 ne vont pas glisser. Il y a plein de groupes armés qui existent parce qu'il y a l'argent. En attendant, ils nous attaquent. S'il vous plaît. Ils nous attaquent. Répondez. Et vous pensez que l'armée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faut les laisser vous attaquer. Vous pensez que l'armée va faire la guerre économique? Laissez, j'ai une réponse. Et vous pensez que l'armée est juste en train de s'asseoir? Vous pensez combien de fois il y a des contre-attaques? Il y a beaucoup de gens qui se battent. Mais donc moi, il faut arrêter la guerre. Comparé à vous, je dis ceci. Il faut arrêter la guerre. Est-ce que je dis qu'il faut arrêter la guerre? Non, mais c'est que la guerre économique, c'est une guerre. Nous avons pris deux fronts, M. Fabien. La guerre, nous la faisons. Elle est diplomatique. Nous faisons la diplomatie. Et nous sommes en train de faire ressentir la force du feu. Et ça produit des effets.
Ça produit Et des le effets. Rwanda, nous n'allons pas les laisser Est-ce que je peux vous répondre? soutenir On le doit- groupe s'il vous plaît, Rebelle. monsieur On Kabassi. doit- on Je doit- vais Non, passer. mais pas du tout. On doit termine élever- un peu. Là, on là, doit vous tombez élever- sous les pièges S'il de vous plaît, Kagame. s'il vous plaît. On doit élever cette solution pas primitive. On doit la faire moderne. Si vous voyez aujourd'hui, les Américains envoient des armes, mais ils ont fait l'embargo sur la Russie pour essayer de l'étouffer, parce qu'ils comprennent. Aujourd'hui, c'est le XXe siècle. Et le Rwanda n'est pas sous embargo, hein, signalons-le. Ils peuvent avoir des armes. Le Rwanda, lui, n'est pas sous embargo. Vous êtes- Et c'est nous qui sommes sous embargo. Mais pourquoi on mérite ça? Vous êtes en train de tuer les Congolais intellectuellement. Ah, il faut faire la guerre, on doit la faire au XXe siècle. Pas la guerre primitive en train de juger. Donc on doit dire au FRDC d'abandonner les armes. S'il vous plaît. Qui a On dit fait ça? la guerre économique. Non, Mais c'est ça pas va, vrai. mais je ne comprends Ok, pas. est-ce que vous avez J'ai pas compris la S'il vous plaît, suite. s'il vous plaît, Je s'il vous crois que plaît. je suis le seul spécialiste en conflit armé sur ce plateau. Merci. Non. Le plateau, vous savez, quand vous êtes sur France 24, ce sont des spécialistes qui viennent analyser les questions de l'Ukraine et Russie. Allez-y, monsieur le spécialiste. Non. Prof Sekoumoni, vous dites des choses dont je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la bonne chose. Vous savez, le problème d'intellectuel congolais, il aime les plagiats. Ce qui se dit, il prend ça. Comme il a entendu sur France 24, guerre économique, sanctions économiques contre la Russie, et maintenant, nous allons aussi frapper le Rwanda sur le plan économique. Et maintenant, on a frappé la Russie sur le plan économique. Qu'est devenue la Russie? La Russie souffre? Ou c'est l'Europe qui souffre? Mais c'est moi, j'étais à Bukavu pendant le génocide de 1994. J'ai vu comment les pillages s'étaient faits au Rwanda. L'ex-phare, on pillait même la banque centrale, a quitté Rwanda vers Kibumba. Mais en 1995, pour dire une année après, j'ai vu la fuite des cerveaux, les intellectuels de l'USP Bukavu traverser pour enseigner au Rwanda. Voici vous parlez que le Rwanda vit de la perfusion du Congo. Déjà en 1995, les Aïrois allaient travailler au Rwanda, c'est là où ils touchaient un bon Voilà, salaire. je reviens pour vous dire ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça aussi, c'est comme Arlette, ça. Je termine pour dire. Arlette Odessé documenté le cours d'histoire. là. Je suis pour dire, le président de la République a connu aussi certains conseillers qui lui ont induit en erreur comme ce. Est-ce que vous pouvez vous excuser S'il vous plaît, monsieur d'avoir Kabassi. insulté? C'est ce qui Je demande qu'ils s'excusent de... Quand on est dans une discussion, il faut éviter de dire des choses. Il a dit quoi? Il a dit que des intellectuels comme moi, parce que j'ai écouté à la télévision et je fais le plat. Ah non, je dis que c'était. Je vous remercie. Ça, c'est pas la suite. C'est une insulte intellectuelle. Vous n'avez pas... Monsieur Moutabazi, Excusez-moi. Monsieur Moutabazi, ne soyez pas émotionnel. Ne soyez pas émotionnel. Arlette Odia, c'est documenté. C'est Non, très important. le cours d'histoire, on va y revenir. Les chefs de l'État, ils croyaient aussi de sa bonne foi que s'ils signaient des accords économiques avec le Rwanda, le partage sur l'exploitation économique, il y aura la paix. Et il a fait en signant des accords sur l'exploitation des mines et la raffinerie au Rwanda. Mais cela n'a pas empêché les Rwandais de nous agresser. Merci. L'histoire, c'est quoi? Merci. Ce n'est pas les Rwandais qui nous agressent. Les vrais metteurs en scène de la sécurité à l'Est sont au Conseil de sécurité. Voilà. Et ils sont là. Fabien les a cités. Voilà. C'est eux qui disent à Kagame d'envoyer ses troupes ici. Comme on disait à Mobutu au temps d'Isaïe, d'envoyer ses troupes pour déstabiliser l'Angola, pour déstabiliser les États voisins. Ça, je vous dis, c'est vrai. Merci. Lisez mon livre, vous trouverez ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de documents qui attestent que la corruption, même dans les milieux les plus diplomatiques à New York, elle fait rage. Évidemment. Et puis il y a, même au Capitole, l'influence du lobbying. Donc l'homme, c'est un homme qui a ses faiblesses et ses vertus. Arlette Odia, vous êtes très documenté. Dites-nous concrètement, on doit aller embrasser de nouveau, comme Lumumba était à la recherche de solutions, la Russie, la Chine, qui nous est chère ici, et qui commence même à vendre les bitabés, et puis, ou bien il faut encore rester sous le charme de ses partenaires stratégiques et privilégiés. Oui, monsieur Fabien, je voudrais revenir, mais vraiment je vais répondre à votre question, mais revenir sur ce dont on a parlé ici. La complicité des multinationales ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous les Africains. Vous savez que les panafricanistes, ils conscientisent
les Africains sur quelle attitude désormais afficher pour que ceux qui ne nous respectent pas apprennent à nous respecter, ceux qui se méfient de nous apprennent à nous accompagner. Dans ces conditions-là, on sera à la hauteur de trouver la solution aux problèmes fondamentaux des Africains. Mais non, face à cette complicité et face à ce que nous connaissons à l'est du pays, quelle devrait être la réponse? Mais c'est ce que j'ai dit à la première prise de parole. C'est la responsabilité de l'État congolais. C'est la responsabilité des dirigeants congolais. Il ne faut pas verser dans les sensationnels, M. Kabasele, de dire qu'il faut tout simplement dire si nous sommes contre ou pour l'embargo. Ça, c'est trop facile. Nous voulons apporter les solutions qui soient les solutions définitives à la crise africaine, à la crise congolaise. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il prenait le pouvoir, il l'avait dit dans son discours. Il a dit aux problèmes africains, les solutions africaines. C'est ce que je voudrais que l'on rappelle. Je relance les débats. À ce stade où le rapport des forces ne sont plus les mêmes, la Russie est entrée en jeu comme grande force qui est redoutée. La Chine, moins bavarde, mais la Chine fait peur. Est-ce qu'à ce stade, nous devons continuer à embrasser cette Europe, vieille Europe, et Washington, hypocrite, où nous devons aller vers Moscou et Pékin de manière ouverte pour qu'on en fasse les vrais partenaires aujourd'hui? En tout cas, je m'interdis d'engager le débat tel que vous voulez que je le mène. Pour moi, la solution, c'est de travailler sur l'indépendance économique du Congo. Nous en avons les moyens. Lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il avait dit qu'il travaillerait de sorte que en RDC, que le sol prenne sa revanche sous les sous-sols. Il est à 4 ans de son mandat, on ne voit pas qu'est-ce qui a été fait pour que nous ayons cette indépendance économique. Mais ensuite, il faut renforcer les renseignements militaires et civils. Vous avez parlé des éloges, vous avez parlé des victoires de notre armée. Le porte-parole de l'armée a rappelé à ceux qui avaient oublié que notre armée était déclarée 8e d'Afrique. Ça veut dire que si elle ne sait pas correctement se défendre aujourd'hui, certainement parce qu'il y a une défaillance du point de vue, mais je vais chuter, il y a une différence du point de vue des renseignements militaires et civils. Mais enfin, faire respecter la République à travers les respects par nos dirigeants des lois de la République. Vous avez évoqué ici que la crainte de la communauté internationale, ou même la Libye de la communauté internationale, c'est que les dirigeants congolais, ils sont dans la dictature. Regardez comment ils répriment. Ils répriment les marches pacifiques. Regardez comment ils traitent les opposants. Il n'y a pas les membres de l'opposition au sein de la centrale électorale. On l'a dit, la communauté internationale le sait. Il sait que nous avons un pouvoir qui n'a pas de leadership, un pouvoir qui use de la violation des textes pour s'imposer. C'est tout cela qui explique le fait que nous ne sommes pas respectés sur le plan international. C'est tout ce que nous demandons. Si on peut travailler sur l'indépendance économique du Congo et ensuite renforcer les renseignements militaires et civils, mais surtout faire respecter les lois de la République, vous verrez que la RDC retrouvera sa place dans les concerts de nations. Moupili, enfin, vous reprenez la parole. Posez-moi cette question que vous l'avez posée. Alain, non, Alain, on va revenir à vous. Posez-moi cette question. Ah non, c'est Alain Tanguy. Non, c'était lui après. Non, c'est encore dedans. Oui, c'est lui. On a voté. Je voulais Alain, une question, faut-il aller en Russie ou en Chine? Oui. C'est une question très importante, s'il vous plaît. Je crois que pour répondre à cette question, nous devons interroger notre histoire politique. Le Congo, c'est un État particulier, n'est pas comme les autres États en Afrique. Vit l'acte international de Berlin. Et vit aussi la coopération entre la Belgique et les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, les pays ne peuvent pas se décider de quitter les États-Unis, aller de l'autre côté. Lumumba a tenté, il a oublié les accords cachés. Que moi, je ne dirai pas ça ici sur la télévision. Donc, quels sont les accords cachés? Je ne peux pas vous le dire sur la télévision ou sur le plateau, mais je vous le dirai dans les couloirs. Vous cachez la vérité au peuple. Non, il y a des vérités qu'on ne peut pas démocratiser. Donc,
Il y a des choses, c'est que il y a les accords cachés. C'est pourquoi la thèse du docteur Pili Pili, lorsqu'il lit ces accords, il dit le Zaïre n'est pas un État indépendant. Parce que selon Pili Pili, la Belgique n'avait plus qualité de nous donner l'indépendance. Il fallait que ce soit les États-Unis d'Amérique. Or, ce sont des réalités cachées que Lumumba a échappé. Donc, nous sommes encore sous menottes de l'Occident, des 14 États, avec une libre circulation et l'exploitation du Congo. Mais il faut tout un processus, comme commençait Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila avec les codes miniers. Je crois le président Félix Tshisekedi, qui a fait l'appel à l'unité nationale, il a compris, après avoir été déçu en quoi est-ce que vous êtes des hommes? Le Mali a démontré le contraire, de marcher sur d'autres sentiers. En quoi est-ce que vous êtes des hommes? Si vous marchez sur les mêmes traces, vous ne voulez pas vous affranchir. Le Mali n'a pas eu l'histoire du Congo. Le Mali, la France avait signé le partenariat avec les Arabes, les Islam, et ils ont co-géré le Mali. Mais ici chez nous, vous savez pourquoi on dit Congo-Mani? C'est-à-dire Congo-Maniema. Il y avait des États, Tipo, qui avaient fait des alliances, avec des accords avec le roi Léopold II. Mais après, on a éliminé les Arabes. Il y a eu génocide des Arabes, des musulmans. On les avait génocidés ici dans notre pays. Et on a imposé le Congo à l'Occident. Donc, le Congo n'a pas l'histoire du Mali. Selon cet historien Moupili, donc notre situation est une fatalité. Donc, il faut chanter. Voilà. Il faut dire Amen. Oui, oui, non, je l'ai dit pas. Yes, man. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes condamnés. Il faut subir. Il faut aller mollo. Écoutez, moi, je suis là comme ces Congolais qui s'inscrivent dans la lutte politique de Lumumba, n'est-ce pas, selon laquelle ce pays n'est pas une nation sous tutelle. Réellement, les Congolais avaient mis les vœux avant l'indépendance que ces pays soient souverains et que le destin de ces pays soit entre les mains des Congolais et que ces Congolais puissent, n'est-ce pas, diriger ce pays. Le problème réside au niveau des dirigeants. Je crois qu'on essaie un peu d'aller de gauche à droite en tergiversant avec le prof. Les explications là un peu kilométriques, la population n'a pas besoin de ça. Quelles sont les grandes leçons pour ceux qui nous suivent aujourd'hui? Vous êtes l'élite autour de... S'il vous plaît, vous êtes l'élite autour de cette table. La voix... Dites au peuple congolais à quoi s'en tenir. Vous proposez quoi? Nous allons dans le pragmatisme de la Fédération de la Russie et de la Chine, ou bien nous restons avec ces hypocrites, avec cette MONUSCO, plus de 20 ans au pays, qui joue pas un franc jeu, et qui nous a plombés, et avec des sous-traitants comme le Rwanda et l'Ouganda, est toujours dans notre malheur. La population congolaise est heureuse aujourd'hui de constater que M. Antoine Tshisekedi vient d'être fouetté par ceux qu'il faisait confiance. En son temps, laissez-moi y revenir. En son temps, nous avons dit que ses partenaires traditionnels ne jouent pas un franc jeu. Ils étaient là de l'indépendance, 32 ans, et puis avec Joseph Kabila, les pays de route qu'on a construits, ce sont les Chinois. Là, c'est pour répondre quel partenaire choisir aujourd'hui. Les pays de route que nous avons ici, qui étaient Kinshasa, Bandundu, même avec Katana, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Les Américains ont fait quoi ici? 32 ans avec Mobutu. Rien du tout. Distraction sur distraction. Alors, l'option adoptée, c'est d'être clair envers ses partenaires, c'est faire la guerre au Rwanda, pour que tout le monde qu'on peut utiliser pour nous agresser puisse avoir peur de nous. C'est, n'est-ce pas, sensibiliser suffisamment la population derrière, n'est-ce pas, les militaires qui sont en train de se battre et dénoncer la complicité de l'UDPS, n'est-ce pas, avec ses dirigeants. C'est ça, c'est clair et net. Kabasele, nous allons maintenant, ce sont les conclusions dans le cadre de ce débat. Quelles grandes leçons tirées de l'hypocrisie de Manhattan à New York, Conseil de sécurité? Quelles leçons tirées de toutes ces réalités qui se mettent en place? On n'a pas fermé les frontières, on veut diplomatiquement parler, on sent que c'est un dictat des grandes puissances. Que devons-nous faire alors que les FARDC sont en train de reprendre du poil de la bête sur le terrain? Ben, c'est d'abord une remise en question en tant qu'État, parce que il faut reconnaître que nous avons une histoire,
Cette histoire, elle est avec nous. Nous devons capitaliser tout ce que nous avons connu dans notre parcours en tant que nation. Et nous devons nous rendre compte, tous, que continuer avec cette hypocrisie, c'est sacrifier même l'avenir de notre nation. Et donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudra que nous fassions des accords avec ceux qui sont prêts à accompagner le Congo, que le faire parce que nous devons rester dans une soumission volontaire. Ça, moi, je refuse. Mais je veux aussi rappeler que le respect des lois, des droits de l'homme, de la démocratie, cette démocratie avait été assassinée par le même donneur de leçons d'aujourd'hui. On était le 30 juin 60. Un mois après, Lumumba a été attaqué. 5 mois après, il en est mort. C'était une démocratie continue. Donc, on n'a pas besoin de se couvrir derrière le respect des textes, derrière, je ne sais pas, un État voyou, soit-il, pour justifier ces pillages organisés de ressources. Moi, Merci. je pense que trop, c'est trop, M. Merci. Fabien. Oui. Nous devrions, comme nous avons vu les autres frères africains, nous avons vu comment les amis du Mali s'organisent. Nous voyons comment en Centrafrique, comment les choses se font. Vous avez vu, le rebelle était même déjà à Bangui, dans la capitale. Voilà. Il suffisait qu'un autre groupe vienne en aide au gouvernement centrafricain. Nous avons vu la paix. Mais pourquoi on va rester traîné par une histoire? Parce que les autres auraient signé des accords avec qui? Par la peur. Par la peur des larmes, du kalachnikov, de la mort. Donc on doit être prêt à sacrifier. Nous devons être de ce Congolais-là qui vont se dire, nous acceptons de mourir pour que demain, nous ayons un Congo libre. Merci. Et donc moi je pense qu'ils ont encore la bonne foi du gouvernement de la République. S'ils ne savent pas capitaliser ça, eh bien, ils en auront pour leur compte. Merci. C'est Kimonion. Oui, je n'ai pas eu votre nom, je m'excuse. Arlette Odia. Arlette Odia, je suis d'accord avec vous. À certains points, on parle d'économie. Même Lumumba savait, c'était un des 4, mais sentait l'indépendance économique devrait exister pour que la politique. Et pour vous donner, je ne veux pas être chronométrique comme vous, mais je veux dire ceci, on doit aller faire marche en arrière. On doit réévaluer ce qui c'est d'être Congolais. Aujourd'hui, par la Constitution, on doit être d'une tribu qui existait en RDC avant 1960. C'est une mauvaise chose. C'est ce qui nous crée la guerre, c'est ce qui fait qu'il y a le Banyamulenge, c'est tout ça. On doit se dire, réévaluer qu'est-ce que c'est qu'un Congolais. On doit réévaluer ce qu'est l'État congolais. Aujourd'hui, le président, je l'aime bien en tant que personne, mais idéologiquement, il parle de trucs universels, il parle de ceci, il parle de ça. C'est devenu l'État. Il croit philosophiquement que l'État, c'est une solution, et moi, je dis que l'État, c'est un problème. On doit réévaluer ce que vaut un Congolais. Aujourd'hui, on parle d'accroître les revenus de l'État, mais on ne parle pas d'accroître les revenus du Congolais. On doit commencer à parler économie. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'on Alors, il faut mettre le Rwanda à genoux économiquement. Économiquement, on n'a pas besoin de se battre contre le Burundi. Donc, on ferme la grande barrière. On ferme la grande barrière. Et de l'autre côté, la population va se soulever. Parce que c'est pas toi qui te bats là-bas. Nous, on doit. Non, même si on refuse de nous battre, ils vont nous attaquer. C'est ce qu'ils font. Madame Odia a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé économie. Elle a parlé de la solution finale. On ne peut pas courir derrière le milice chaque jour. On doit trouver une solution. C'est le milice qui nous court après. Moi, je suis de l'Est. Je sais c'est à cause de la pauvreté. Donc, il faut les laisser sur aller à Beni. Moi, j'ai préconisé l'armada économique avant cette guerre. J'étais sur ce plateau. Je dis il fallait une armada économique. Vous allez à Beni, c'est la pauvreté. Vous allez à Boutembo, c'est la pauvreté. Quelle pauvreté? Mais même au Kassai, même au Bandundu, il y a la pauvreté. Il n'y a pas de guerre. Merci. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'aller au Qatar? Vous ne pouvez pas justifier. Ils sont allés au Qatar. Arlette, il faut dire ceci. Kabassele, un peu de patience. Arlette, votre conclusion? Ma conclusion est que le président Félix Tshisekedi doit faire respecter la République démocratique du Congo. Je voudrais ici rappeler ce que disait autrefois Mouzé. Bien sûr, un message dissuasif. Il a dit à la communauté internationale,
pour défendre la patrie, les Congolais utiliseront même les armes traditionnelles. Ça veut dire que nous pouvons nous défendre par nous-mêmes. Joseph Kabila, pour aussi tenir tête à la communauté internationale, il a décidé de l'organisation des élections sur fonds propres congolais. Alors si ils ne doivent pas, le président Félix tarde à faire respecter la RDC, on aura du mal à nous en sortir. Regardez de quelle manière il a reçu l'honorable Vital Kamerhe après son acquittement. Pratiquement 10 minutes ou 15 minutes debout à attendre l'honorable Vital Kamerhe qu'il entre dans son bureau. Je ne veux pas imaginer l'attitude qu'il affiche lorsqu'il doit rencontrer les partenaires. Je pense que la RDC en a suffisamment pour se défendre par elle-même. Il faudrait tout simplement que le président de la République fasse respecter la RDC. C'est ce qu'il fait chaque jour. Alors, écoutez, nous sommes en fait c'est le tour de la... Non. Mais c'est moi. Merci. Moi, je trouve que... J'ai pas parlé. Pour le président de la République... Votre conclusion. Oui, c'est la conclusion, c'est ça. Oui. J'ai dit ceci. Je reconnais qu'il y a les accords de Yalta, où le monde a été partagé, mais j'ai dit ceci, le Congo c'est un État souverain. Nous avons perdu Kimbangu, Lumumba, Moussé, Laurent Désiré Kabila. C'est un processus. Et moi, je suis diplômé, je suis formé pour décoloniser pour votre sur tous les plans. Mais je répète pour dire, la diplomatie pacifiste, c'est une idéologie de faible et de lâche. Nous devons nous battre et nous devons former nos jeunes. Voilà. Les femmes allaient s'enrôler massivement au nom de la parité. Merci. Mettre fin à la guerre de l'Est, c'est défendre sa population qui souffre aujourd'hui, qui est massacrée par le Rwanda et le M23. Donc l'option des armes est prioritaire. Autre chose, c'est dénoncer les accords occultes du pouvoir avec Kagame et Museveni, qui n'ont pas, n'est-ce pas, occasionné la paix dans notre pays. Merci. Donc, merci Sekimonyo, merci Kabasele, merci Nkangi. Je suis en train de vous appeler par vos propres noms pour montrer que je suis proche de vous. Et voilà. Merci Odia, merci Nkangi. Je n'ai oublié personne. Ma petite conclusion. Oui, Kandé derrière Alain, derrière les caméras. Voilà. À la régie, vous avez reconnu, on ne les voit pas, mais ils sont là. Carly Mabiala, Dédé Papa Mapassa, également Jocelyn, donc le nouveau papa. Mais je dois vous dire que le peuple se libère. Un peuple uni, conscient ou consciencieux, il est plus qu'une bombe atomique lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Et ce peuple, quand il décide, même les grandes puissances peuvent se taire. Alors, c'est possible. Ça fait partie des douleurs d'enfantement. Et nous apprenons tous les jours. Attention, ce pays ne va pas disparaître. Le Rwanda, courtier, le Congo l'a été sous Zaïre contre l'Angola. Nous sommes là et nous défendrons ce pays comme certains Camerounais le font en notre faveur. Alain Foka, Charles Onana et tant d'autres. Ils sont nombreux, même en Europe, qui sont de cœur avec nous. C'est possible de mieux faire. Au revoir.